Bonjour. Eh bien, le bonjour au soir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo critique un peu mouillée. Oui, je l'avoue, je me suis dit qu'il fallait un peu se mouiller des fois pour être youtubeur, des fois un peu dans la vie. Mais bon, bref, c'est pas grave. Parce que je me suis dit que ça serait raccord de faire ma critique dans une baignoire parce que par rapport au personnage féminin du film d'aujourd'hui, qui traîne une bonne partie du film justement dans une baignoire, le film aujourd'hui qui va être Une sirène à Paris de Mathias Melzieux. Vous allez mourir, comme tous les autres. Ah, le cœur, ça fait bien longtemps qu'il a explosé. Une sirène à Paris dont j'avais parlé dans ma vidéo des 23 films pour sauver le cinéma et qui malheureusement c'est un des films qui est un peu moins diffusé en France et puis surtout qui est le moins vu en France aussi. Puis un film français un peu fantastico-poétique comme ça, c'était toujours intéressant parce que c'est assez rare et d'autant plus que ce genre d'initiative, c'est quand même toujours bon à saluer, c'est quand même bien à voir et d'autant plus, que c'est d'autant plus merveilleux quand le film est une beauté magnifique. Ouais, on va commencer direct par poser les bases. Une sirène à Paris, c'est absolument génial, c'est absolument fantastique à voir, c'est trop bien. Donc Une sirène à Paris raconte l'histoire de Gaspard, qui est une espèce de crooner. Gaspard, c'est quelqu'un qui est fondamentalement désespéré, qui croit plus en rien, et qui un soir, va trouver une sirène proche de son lieu de travail, et qui va décider de s'en occuper pour pouvoir la soigner, et pour pouvoir ensuite leur donner sa liberté. Sauf que bien sûr, les sirènes, comme dans les mythes et légendes, bien sûr, ce qu'elles veulent, c'est tuer les hommes, quoi que ce soit, parce que dès lors qu'elles chantent, du coup, les hommes tombent éperdument amoureux d'elles, et puis ensuite, ils meurent. Sauf que Gaspard, lui, il est complètement insensible à ses charmes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Une sirène à Paris, ça parle de deux âmes solitaires qui ne peuvent pas tomber amoureux, dont l'amour est justement impossible. Et justement, c'est tout ce côté amour impossible qui rend cette histoire fragile, mais en même temps belle. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour, ça pique très fort. Et justement, cette réplique, elle synthétise bien tout l'esprit du film, puisque ça résume bien cette espèce de naïveté du conte que Mathias Melzieux essaie de raconter, et puis surtout, ça raconte le personnage de Gaspard, c'est quelqu'un qui tellement est blasé, qui croit tellement plus en rien, du coup, cette histoire, en fait, va lui faire comprendre certaines choses, et puis, justement, c'est un film sur le fait de croire en soi-même, du deuil, justement, comme quoi il faut avancer, il faut accepter l'échec, il faut avoir le panache dans la réussite, justement être une espèce un peu de Cyrano de Bergerac. Mais le rêveur de combat, qu'est-ce que c'est que ça? C'est celui qui veut transformer, qui se contente pas du cloisonnement entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire qu'il veut mettre un bout de rêve dans la réalité et c'est un peu le yin et le yang avec le rêve et la réalité. Il y a un bout de rêve dans la réalité, un bout de réalité dans le rêve. Et du coup, au milieu de ce mélange, il y a du mystère et à nouveau, une possibilité de surprise. Gaspard, au fond de lui, c'est une espèce toujours un peu d'enfant, ce qui explique pourquoi il y croit un peu à cette espèce d'histoire, pourquoi il n'était pas totalement mort, comme qu'en fait, il faut toujours garder un peu l'esprit enfantin en fond de lui, justement pour que ça ressurgisse à un moment donné. Justement, le film ne s'éloigne jamais de son principe de conte, même s'il essaye un peu de rendre ça un peu tangible, en expliquant certaines choses, genre le sang de la sirène, enfin. Ça essaie d'apporter un truc tangible, mais ça reste suffisamment naïf, moins terre à terre, ça travaille tellement cet aspect conte, cet aspect que ce soit merveilleux, même un peu dans le drame. C'est très classe de montrer ton derrière à la caméra. Tu veux pas montrer autre chose non plus? Et du coup ça montre les personnages dans leurs conditions et que surtout qu'ils sont enfermés, puisque Lula elle reste coincée dans la baignoire, tandis que Gaspard il reste enfermé dans son appartement. Gaspard qui lui croit plus en rien tellement il a été dégoûté de beaucoup de choses, et Lula qui ne peut croire en rien puisque c'est une sirène et que donc elle est désirable par excellence et que du coup personne ne peut voir sa vraie beauté, qui ne voit que la créature exploitée. Lula qui est une espèce ingénue, qui un peu innocente, qui doit se défendre malgré tout, qui derrière sa carapace un peu agressive en fait se cache de quelqu'un d'absolument fascinant, parce que c'est quelqu'un qui apprend la culture humaine, qui est une espèce de Lilou Dallas du 5e élément. Et du coup, au fur et à mesure qu'on pénètre dans cette relation, au fur et à mesure qu'on découvre cette relation qui s'ouvre, au fur et à mesure, ça rend cette histoire vraiment hyper
touchante puisqu'on développe l'intimité des personnages, que ce soit de Gaspard ou soit de Lula. Au niveau du développement des personnages, au niveau de leur écriture, bah, c'est assez intéressant parce que même le personnage de la voisine de Gaspard, bah, elle a fini seule et du coup elle est désespérément seule. Du coup c'est pour ça qu'elle s'intéresse bah, au copinage, enfin à la vie amoureuse de son voisin. Parce que comme elle a fini seule, elle est une espèce d'ange gardien. Du coup, ce qui fait qu'on a deux personnages principaux et un autre personnage qui gravite autour d'eux justement pour essayer de les comprendre. Enfin, le personnage de la voisine qui est joué par Rosie de Palma, bah, c'est une espèce de phare qui du coup est là pour amener tout le plein d'éléments de l'intrigue. Enfin, donc en fait la voisine c'est une espèce de phare qui est catalyseur justement de toutes les émotions, puisque c'est elle qui fait comprendre certaines choses, que ce soit à Gaspard ou soit à Lula, et qui participe indirectement à travers d'un de ses caractères de personnage, c'est-à-dire de Fumé, qui va donc contribuer à l'évolution de la relation entre Gaspard et Lula. En fait, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que c'est une espèce de symbolique en fait le personnage de la voisine. Et du coup, même le casting qui est attachant avec Nicolas Duvauchel et Marine Lima et même Rosie de Palma qui sont absolument géniaux, et même un autre personnage que je vais pas spoiler pour le coup. C'est là où on va peut-être commencer à parler de certains défauts du film, puisque bah, il y a quand même quelques petites facilités quand même un peu dans le film. En fait c'est pas grand chose, mais c'est juste que tu vois certains éléments, tu dis en fait ouais ça vient comme ça, comme un cheveu sur un soupe, il n'y a pas eu de préparation. Au son on t'a montré un personnage qui était dans telle position à tel endroit, puis le plan suivant en fait il est complètement dans une autre position, à un autre endroit, parce que ça arrange le scénario. En fait ça arrive quelques fois, donc du coup ça sort un peu du film et on se dit oh, attends c'est pas bien préparé, ou soit ça a été mal géré au niveau de la continuité, enfin c'est un peu compliqué. Et en vrai on pourrait excuser ces défauts parce que tout le film baigne dans l'esprit du conte. En fait contrairement par exemple à La Forme de l'eau en fait qui est justifié d'avoir un esprit conte et des trucs comme ça, mais un conte un peu pour adultes et un peu plus macabre, enfin je sais pas comment le dire, mais qui justifie d'avoir ce cadre de conte pour justifier n'importe quoi, pour justifier des facilités ou voire même un peu des incohérences, enfin ça permettait pas de tout justifier non plus. Enfin voilà, je vais dire quelque chose sans vraiment spoiler. Dans La Forme de l'eau, voilà, la créature a un pouvoir un peu magique. Voilà, j'en dis pas plus, voilà, c'est déjà même un peu trop. Mais voilà, sauf que voilà, il y a des trucs qui vont pas avec. En fait, quand je dis que ça sortait un peu du film, c'est juste en fait que tu te poses la question, mais en soi c'est pas incohérent. Tandis que dans La Forme de l'eau, en fait, c'est tu dis ouais, en fait ouais, ok, pourquoi pas, mais d'un seul coup, pourquoi ça devrait faire ceci, pourquoi ça devrait faire cela. Ah du coup, et s'il y a ça, du coup, je comprends, je vois où est-ce que ça va en venir pour la fin du film. Enfin, mais du coup, dans Une sirène à Paris, en fait, tout ce côté conte, justement, de ce côté, on crée des facilités, des trucs comme ça. En fait, c'est pour aider à plus raconter l'histoire sans en plus créer des incohérences. Mais quand je dis que la BO elle est magnifique, en fait c'est que tous les thèmes, même les plus en retrait, marchent, parce que même à un moment donné, Gaspard bah, il doit courir parce qu'il se passe un truc dans son appartement, bah, la musique elle va être hyper dynamique, elle va être elle va vraiment marcher pour que ça transcrive bah, l'état du personnage à ce moment-là, l'état de la situation, comme quoi elle est urgente. Quand le moment doit être intimiste, ou soit quand il doit dégager une certaine, peut-être pas sensualité, mais une certaine quelque chose d'exotique à travers la bande originale, bah, visuellement aussi ça va le représenter, justement s'il va y avoir un petit moment où par exemple bah, dans le moment de la bande-annonce on voit Lula être dans une espèce de grand bassin, à un moment donné il y a une certaine poésie qui se dégage, parce que visuellement ça montre un certain début de liberté, ça montre un début de relation qui construit vraiment, qui est super forte. Et du coup Mathias Messieux qui avait fait un film d'animation avec Jack et la mécanique du cœur, bah du coup c'est intéressant de comment un réalisateur de film d'animation va passer au film live, c'est-à-dire comment il va pouvoir gérer le fait est que maintenant bah, il doit gérer un décor, il doit le construire, il doit vraiment poser la caméra, tandis que dans un film d'animation il a le contrôle absolu, c'est-à-dire qu'il lui il peut dire si la caméra il a envie qu'il soit comme ça, si il a envie que le personnage fasse telle inflexion, je te dis au niveau de la main, au niveau de la bouche, au niveau des yeux, au niveau des sourcils, il a vraiment tout le contrôle absolu, alors que là il doit donner des indications et des fois ça peut limite un peu se casser la gueule. Bah du coup par exemple quand t'as Brad Bird qui fait Ratatouille, quand il fait Les Indestructibles, et ensuite quand il passe au live avec La Poursuite de Demain ou Mission Impossible Protocole Fantôme, Brad Bird lui n'est pas quelqu'un de forcément visuel, il va vraiment beaucoup plus se concentrer sur les personnages et surtout les mouvements de caméra pour faire ressentir les émotions, pour faire ressentir certaines sensations. Brad Bird il travaille beaucoup plus le rythme, ce qui fait que certes visuellement ces films ne sont certes pas impressionnants en tant que tels, bien que dans Mission Impossible Protocole Fantôme, bah, la scène de la tempête de sable elle est quand même assez ouf, mais je veux dire c'est pas non plus les trucs visuellement
waouh. Je veux dire, c'est pas les trucs visuellement du début jusqu'à la fin. Tandis que là, Mathias Melzieu, ce qui est intéressant de noter en fait, ce qui lui va beaucoup plus travailler, c'est effectivement l'univers fantastico-poétique avec tous ces petits détails dans les décors, avec que ce soit les accessoires de Gaspard qui ramènent un peu à son enfance, ou voire même son espèce de journal et même l'ouverture du film qui ouvre comme une espèce de conte en stop motion. Tous ces détails, même que ce soit dans la construction des décors, enfin même la baignoire. Je veux dire, logiquement, une baignoire ne devrait pas être au milieu d'une pièce. Là, la baignoire, elle est au milieu de la pièce, alors que c'est juste pour que ça aide visuellement. Tout son univers rétro vintage, ça ramène quelque chose d'intéressant, ça amène à un côté un peu intemporel à l'histoire, parce que même au niveau de la technologie du film, c'est même pas contrasté, on se dit pas, tiens, c'est un film qui a été tourné par exemple en 2019 ou en 2020. Même lorsqu'on s'éloigne de l'animation, visuellement, il va amener beaucoup des cadres avec des couleurs assez marquées, que ce soit au niveau des couleurs qui sont assez marquées sur la peau des personnages, que ce soit aussi bleu, enfin, il y a beaucoup de contrastes de couleurs chez Mathias Melzieu. Mathias Melzieu s'intéresse aussi beaucoup à ses personnages, sauf que là, il commence à avoir certaines limites par contre à passer au live. En fait, Mathias Melzieu, il est très bon pour faire ressentir, pour pouvoir gérer la durée, vraiment gérer la relation entre les personnages, gérer vraiment leur évolution. Mais le truc, c'est que, par contre, cinématographiquement, bien que les moments intimistes, les moments poétiques fonctionnent du feu de Dieu, et le climax du film, j'ai failli pleurer, quoi. Oui, je vais le dire, oui, j'assume. Mais le truc, c'est que, par exemple, quelquefois, par exemple, lorsqu'il va amener une certaine situation, par exemple, ça c'est dès le début du film, par exemple la présentation de Gaspard quand il va être en crooner, par exemple tu vas avoir un plan qui va être de profil, ensuite tu vas avoir un plan de face, ensuite tu vas avoir un autre plan un peu plus sur le côté. Quand tu es de profil et que tu passes de face, il n'y a aucun problème, mais quand tu décides de passer à un autre type d'angle de caméra, et ensuite pour retourner de profil, par exemple il va prendre un petit bout de ce plan qui n'a rien à voir pour le mettre au montage, et pour ensuite passer à un autre plan de caméra, du coup ce qui fait que tu as l'impression que ça saute, et puis en plus, visuellement, enfin surtout fluidivement, ça n'est pas intéressant. Et ce truc là, ça arrive quelques fois dans le film, c'est pas souvent non plus, mais voilà, disons qu'au niveau du montage, des fois ça n'a pas spécialement d'intérêt, puisque fluidivement, en fait ça n'avait pas d'intérêt, ça n'avait pas d'utilité. Je veux dire surtout que ça ne raconte rien, ça n'aide pas à l'évolution, ça n'aide pas à la caractérisation par exemple du personnage. Voilà, il n'y aura pas grand chose à étayer dans le film non plus, voilà, c'est une petite critique comme ça, un peu vite fait pour vous proposer quand même un peu de contenu. Je me rends bien compte que c'est pas une vidéo aussi exhaustive par exemple que la critique du Roi Lion l'année dernière. Mais voilà, je voulais en parler de ce film là parce que je le trouvais vraiment intéressant, je le trouvais vraiment beau, c'était un vrai coup de cœur, et ce qui m'emmerde, c'est que le film, c'est manger le coronavirus en pleine tronche. Et je veux dire, ce qui est encore intéressant à voir, c'est que la critique presse n'est pas fan du film, elle le descend pas vraiment, elle dit juste que c'est un film sympa mais sans plus, quoi. Tandis que les spectateurs, généralement, globalement, c'est assez apprécié comme film, c'est vraiment, les gens ont un vrai coup de cœur pour ce film. Mais le truc, c'est que c'est encore intéressant, puisque la critique de la presse, c'est peut-être un peu trop focalisé, encore une fois, peut-être sur la technique, parce que là, au niveau de l'histoire, contrairement au Roi Lion l'année dernière, qui était certes beau visuellement, qui était juste une prouesse incroyable, mais qui avait pas d'âme dans le film, là, pour le coup, c'est l'exact inverse. Ok, certes, il est pas parfait, certes, au niveau... il y a peut-être une certaine naïveté que peut-être certaines personnes n'accrochent pas ou quoi que ce soit, et c'est tout à fait compréhensible. Mais là, pour le coup, le film a une âme, le film raconte quelque chose. Le truc, c'est que je comprends pas, c'est que le Roi Lion a été mieux accueilli, il a été plus apprécié, alors que là, Une Sirène à Paris qui mélange le plein de styles différents, je veux dire que ce soit même au niveau de la stop motion, justement de créer des décors un peu carton-pâte, des décors en dur, justement même utiliser des fois un peu d'animation stop motion sur des personnages. Par exemple, à un moment donné, t'as le personnage de Lula, une certaine innocence quand elle pleure des perles, justement, mais les perles ce sont des perles animées. Voilà, et tout ça avec cette BO qui est absolument splendide, qui te plonge dans l'univers, voilà. Oh, Plenty Wave, enfin, franchement, là, cette scène-là, avec cette chanson-là, je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, ouais, peut-être qu'au niveau de l'histoire, ça manque peut-être un peu plus de rigueur, justement, pour amener peut-être un peu plus plus de rythme, peut-être un peu plus de panache dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, tout l'univers fantastico-poétique que voulait mettre Mathias Melzieu, il fonctionne. Et ça va pas marcher. C'est ouf, pour une fois qu'un film pouvait marcher, un film aussi... qui faisait du bien, justement, que ce soit au cœur, au moral, justement, c'était un film, un véritable coup de cœur. En fait, du coup, c'est quoi qui est mieux? Un film qui essaye d'avoir du cœur, qui essaie de donner
vraiment toute sa passion pour raconter son histoire, pour raconter quelque chose, même si c'est pas parfait, que ça prend des risques, ils sont quitte à ce que ça rate à quelques occasions, ou soit un film où tout est absolument bien fait, bien traité, mais qui est trop plat, trop lisse pour qu'on s'en souvienne et pour que ce soit revisionnable à l'avenir. Dans un autre contexte, dans un meilleur contexte, je veux dire, ça n'avait pas eu le virus ou quoi que ce soit, j'affirme que le film, avec le bon bouche à oreille, peut-être qu'il aurait atteint le million d'entrées assez facilement en plus. Surprisier, c'est... Pour moi, c'est quelqu'un qui fait le pas de côté dont on parle depuis le début de l'émission. C'est-à-dire qu'il se surprend lui-même, du coup, il est dans un instinct, une spontanéité qui va lui permettre d'enchanter, de se réenchanter lui. Vous savez, c'est comme dans l'avion. Dans l'avion, on vous dit, si vous sauvez, il y a un problème, faut pas essayer, même si c'est votre enfant à côté, faut pas essayer de le sauver tout de suite. Faut vous sauver vous d'abord pour mieux pouvoir sauver les autres. Donc si on s'enchante soi-même et qu'on s'auto-surprend, on a peut-être des chances de surprendre les autres avec une honnêteté et une forme d'élan et de souffle. Enfin bref, voilà tout ce que j'avais à dire, voilà, je l'ai dit. Enfin bref, j'espère que malgré tous les défauts de cette critique-là, j'espère que vous avez quand même apprécié, parce que, littéralement, je me suis mouillé pour vous, hein, quand même, hein, saluer la prestation, hein. Enfin bref, je réfléchis à du contenu un peu plus travaillé, voilà, c'est une vidéo, voilà, faites un peu à l'arrache, mais quand même, c'était pour vous proposer quelque chose. Je vous dis à plus, et à la prochaine. Moi, je retourne prendre mon bain. Enfin, oui, mon bain, oui, c'était exactement ça. Salut. Voilà.